Salut les amis, ravi de vous retrouver pour l'OM au café ce jeudi. Et petit clin d'œil pour démarrer. Voilà, pour ceux qui ont suivi le talk lundi, on persiste, on signe dans le gilet de mi-saison. Voilà, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Alors c'est cadeau, pas du tout. J'ai le ticket de caisse d'ailleurs, je précise, pour ceux qui veulent se dire, allez, il s'habille sur le dos du phocéen. Ne vous inquiétez pas, j'ai payé, tout va bien. Ravi de vous retrouver donc pour évoquer l'actualité de l'Olympique de Marseille. Je vais bien sûr répondre à vos questions dans cette première partie, mais je vais aussi vous présenter mon invité, parce que vous savez, j'aime bien l'OM au café, qu'on soit plusieurs, qu'on échange et échanger avec des supporters de l'Olympique de Marseille. Je suis avec Romain. Salut Romain. Bonjour Romain, bonjour à tous et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Romain, on parlera de ton activité pro, on se fera un petit focus en deuxième partie, mais tu es aussi, je le disais, un gros supporter de l'Olympique de Marseille, un suiveur du phocéen depuis des années, il me semble. Écoute, je ne saurais pas dire avec précision depuis quelle année, mais je me souviens de par la façon dont c'était orchestré à l'époque que ça devait être vraiment les tout débuts. Et j'ai pu suivre toute l'évolution, la professionnalisation au fur et à mesure des années. Et oui, c'était amusant aujourd'hui de me retrouver avec vous. Écoute, on parlera un peu de tout ça aussi. Tu nous diras un peu tes souvenirs dans le détail là-dessus. Tiens, merci à tous pour ce bel accueil pour mon gilet. Non, Charlie Goyard, ce n'est pas un gilet de sauvetage. Ça ne servira pas à Amin Harit. Désolé, il faudra jouer au foot pour s'en sortir. Voilà. Salut Romain, tu vas à la pêche, bien sûr, Alicator. C'est une double pêche là, du coup. CAD 1613 qui nous dit 15 mois d'abonnement. Merci CAD. Double rhum. Et oui, on pourrait même faire du coup triple rhum si Romain Herring passe une tête dans l'émission. Pourquoi pas. Bien avant que ça soit sur LCM avec Marius Trésor, avec Thierry Trésor peut-être, puisque Marius Trésor était pas trop sur la chaîne Marseille. Massilia qui nous dit salut Romain, on va parler OM. Eh ben écoute, salut Massilia, j'attends tes questions, qu'on démarre un peu cette émission avec voilà, vos interrogations sur l'Olympique de Marseille qui va se déplacer ce samedi sur la pelouse du Stade de Reims. Cosp 91 qui nous dit salut Romain, dis-moi, penses-tu qu'il y aura une question à De Zerbi par rapport au nombre de blessés alors qu'un match par semaine? Eh bien écoute, tu sais quoi, Cosme, je me la note et je me ferai un plaisir, c'est aussi à ça que ça sert l'OM au café, je me ferai un plaisir de la poser moi-même, cette question. On se le redit avec grand plaisir, mais oui, après je pense vraiment quand on regarde la liste des blessés de l'Olympique de Marseille, enfin je veux dire par rapport à une saison, à une autre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus, pas moins. Après, regardez dans l'évolution du foot, il y a de plus en plus de délais raccourcis, de trêves internationales raccourcies. On est jeudi, on est en trêve internationale. Barcelone va jouer contre Osasuna ce soir parce qu'il n'y a pas le temps par rapport à leur autre échéance et on rajoute beaucoup de matchs au calendrier. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais nous on en joue moins. Oui, mais sur l'impact global de la compétition, ça démarre avant. Les trêves, c'est pour tout le monde et autres, c'est raccourci par-ci par-là. Tu as de plus en plus de joueurs internationaux qui font des trajets. Ça compte aussi, Romain. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu trouves qu'on a plus de blessés, moins de blessés que... J'aurais du mal à faire la relation avec d'autres saisons parce qu'elles ne sont pas toujours comparables, dans le sens où quand tu fais des parcours en Coupe de France, quand tu fais des parcours en Coupe d'Europe, des choses comme ça, il y a plus ou moins de matchs. J'aurais tendance à dire comme toi que c'est une saison plutôt moyenne à ce niveau-là, avec certaines blessures qu'on a du mal un petit peu à s'expliquer parce qu'elles se rallongent. Je pense à Rongier qui a été tenu à l'écart des terrains pendant plus longtemps que ce qui était prévu, Harit aussi, beaucoup plus longtemps. Celui que le défenseur qu'on a recruté, Luis Felipe aussi. Donc c'est vrai que ça marque et ça nous donne l'impression qu'il y a beaucoup de blessés, mais en réalité ça tourne, je pense, autour de 2-3 joueurs, juste parce que les durées ont été rallongées. Et comme toi, l'ajout de certaines compétitions comme la Ligue des Nations, je trouve que vraiment c'est un peu préjudiciable, quoi.
Dutch of Marseille nous dit c'était top LCM avec les matchs de l'OM gratuits après minuit. Moi, j'étais fan de la période de tout début, évidemment, avec Christophe Champy, avec Guillaume Blardon. Ça avait sacrément de la gueule. Tiens, Charlie Goyard, pourquoi, selon toi, l'OM est moins performant à l'extérieur qu'en 2024 ? Bonne question. Moi, je pense plus que c'est une dynamique générale. Je trouve on tire un peu plus la langue. On a eu une très très bonne période. On finit décembre en boulet de canon. À une très bonne période. Et c'est souvent comme ça. Après, tu as un petit moment où c'est un peu moins. Je nous vois totalement capable de revenir aussi. Le calendrier y joue. Quand tu vas te déplacer à Nice, c'est pas pareil que d'autres déplacements. J'ai bon espoir que ça revienne là sur cette fin de saison. Ce qui est amusant, c'est que d'une saison à une autre, vraiment les réalités ne sont pas du tout les mêmes. Certaines saisons, on est performant à la maison et moins à l'extérieur. D'autres saisons, performant à l'extérieur et moins à la maison. Et finalement, c'est quand même rarement équilibré. Après, si on est deuxième du championnat, c'est qu'on est plutôt bon à l'extérieur et plutôt bon à domicile. Après, on ne peut pas gagner tous les matchs, mais c'est que sur les deux tableaux, on s'en sort plutôt bien. Cozy Gamerom qui nous dit il y avait les mecs de complément d'enquête hier dans Quotidien. Je crois qu'il y en avait un aussi, Fabien Toiti, qui est passé dans l'after. Tiens, d'ailleurs, dans l'after, je vous conseille peut-être cette émission, je ne l'ai pas écoutée, mais celle d'avant, je me suis fait juste l'heure avec Yvan Lemay. Oui. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est bon. C'est nous qui l'avons c'est nous qui l'avons lancé sur cet exercice médiatique, Yvan. Moi, il me régalait déjà et je trouve qu'il est pas mal. Vous pouvez vous faire l'heure. Il a toujours des très bonnes punchlines pour expliquer, pour décrypter un peu le football global. Pour là-dessus. Concernant ce complément d'enquête, j'ai peur vraiment là que on est à 24 heures de la diffusion, on s'en fait beaucoup et puis du coup on se monte nous-mêmes notre attente et ça va faire pchit en regardant le... Peut-être, Non. Est-ce que c'est pas au final quand même, est-ce que ce complément d'enquête, on fait pas l'erreur, on n'a pas la même approche que pour un match de foot, c'est-à-dire qu'avant un match on se dit oh putain on va se faire, pendant des heures on se prend la tête, on se dit ce soir ça va être énorme et là le match il démarre, au bout de 5 minutes il y a un expulsé machin. Et voilà, et tu regardes pendant 90 minutes c'est comme ça, j'ai un peu peur de ça. C'est vrai qu'on n'en sait pas du tout. Je crois que l'équipe l'a déjà vu en avant-première. Ils ont fait un petit article là-dessus. Mais c'est vrai qu'on se demande un petit peu ce qui va se dire. Est-ce que ça va de vraies révélations et qui vont peut-être ternir un petit peu l'image du PSG et de certains de ses dirigeants, ou au contraire quelque chose d'assez lisse. L'avenir dira. Puis il y aura Véronique Rabiot dans le fauteuil rouge à la fin. Qui intervient à la fin pour... c'est sur un mode d'interview, je ne sais pas si complément d'enquête, pour ceux qui n'ont jamais vu, il y a une enquête généralement à charge assez poussée sur le sujet et à la fin on propose à une personne de s'expliquer sur ce qu'on vient de voir. Alors c'est rarement le principal intéressé, mais c'est un grand témoin. Quand il y avait eu un complément d'enquête sur Cyril Hanouna, je parle de sujets mainstream pour que ça parle à tout le monde. Évidemment, Cyril Hanouna n'était pas venu répondre aux accusations le concernant, mais c'était Booba, son ancien grand ami, qui avait un peu expliqué... qui donnait son point de vue sur le regard, sur l'attitude là-dessus. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là. Nasser El-Khelaifi ne viendra pas répondre aux questions, mais du coup, c'est Véronique Rabiot qui donnera son regard là-dessus. Bon, je trouve qu'on l'a déjà pas mal entendu, Véronique Rabiot, sur ces derniers jours. Je ne suis pas sûr que... après, je demande qu'à être surpris. On va regarder, on va voir. Mais... j'ai pas l'impression, puis pour vous redonner cet exemple de Cyril Hanouna, derrière, j'ai pas l'impression que Cyril Hanouna ait été inquiété sur ce point, sur ce qu'on a vu dans le complément d'enquête, parce que vous allez me dire, regardez, suspension de chaîne, ça fait suite à des amendes répétées et des choses que eux n'ont pas réagi, il faut pas tout confondre. J'ai pas l'impression qu'il ait été inquiété plus que ça. Malheureusement,
J'ai l'impression que ce pourquoi on va accuser Nasser El Khelaifi ce soir, ou des choses, on va mettre en lumière sa pression et son rôle qui dépasse le cadre de ses fonctions. Malgré ça, justice ne sera pas faite, Romain. Ouais, après, on sait très bien que vu les montants investis et à quel point le Qatar est investi à Paris, ça fait quelques années qu'ils y sont, on sait très bien qu'ils exercent une pression de par les montants. Nécessairement, économiquement, ça représente un poids qui est évidemment important. Donc après, dans quelle mesure ça se fait de façon tout à fait licite et légale, et dans quelle mesure il y a des choses, des dessous, des choses comme ça qu'on ignore et qui peuvent et qui sont répréhensibles au regard de la loi. En tout cas, ce que j'aimerais, c'est vrai que si le reportage est bien fait, et j'espère que ce ne sera pas policé, et que voilà, les choses seront dites. Je suis assez curieux de savoir ce qui va en ressortir. Mais bon, c'est une évidence que le Qatar exerce un poids politique et économique à Paris qui est très important. Polo El Diablo qui nous dit ton avis sur les salaires de l'OM vus dans l'équipe. Bah écoute, moi je trouve ça je trouve ça c'est déjà une sacrée performance ce qu'arrive à faire. On est beaucoup, notamment nous les supporters marseillais, quand on voit qu'ils mettent des 7 sur 10, c'est limite de la provocation à Clément Turpin ou autre sur certains matchs. Non, je dis ça, non, c'était l'arbitre du coup de Auxerre Marseille qui avait eu un 6 ou un 7 dans l'équipe. Enfin, bon, voilà. Pour vous dire, des fois on peut les trouver dans la provocation sur certaines attaques de papier ou autres, où on sent vraiment qu'ils nous regardent comme le petit peuple d'autochtones du sud de la France, là, comment ils se comportent. Ouais. Et c'est totalement justifié. Autant, il faut reconnaître là que ce qu'a fait l'équipe, ce que sort généralement sur ce numéro salaire, c'est quand même assez bien fait. C'est fidèle à ce que fait. Ça permet justement de comprendre les réels enjeux. Encore une fois, moi, supporter de l'Olympique de Marseille, suiveur de savoir que tel joueur gagne tant, moi je suis heureux pour lui, si voilà, c'est tant mieux. Ce qui m'intéresse, c'est que cet argent-là, en fait que si tu gagnes ça, on ne peut pas recruter tel autre joueur, on ne peut pas... Voilà, c'est derrière, ça a une conséquence. Ça a une conséquence aussi sur le budget global, l'équilibre d'un vestiaire, tout ça, et c'est ce que nous raconte. C'est pas de l'argent pour l'argent. C'est pas ça, c'est que ça nous raconte les relations aussi dans un vestiaire, les capacités de gestion, ça nous raconte pas mal de choses. Et voilà, certains diront c'est un petit tacle amical, mais il y a quelque temps, suite à une passe d'armes avec Nicolas Anelka, Daniel Riolo disait tout part de l'after, voilà, tout part de l'after, le foot se nourrit de l'after. Non, l'after a fait une émission pendant 1 heure où ils se sont nourris de l'équipe. Donc voilà, il faut remettre un peu les choses en place, même si de rebondir comme rebondit l'after, c'est très bien fait. Non, tout ne part pas de l'after, tout part de ce genre de travail-là, d'enquête, qui nous en dit beaucoup. Pour venir sur l'Olympique de Marseille même, moi ce que j'aime bien, c'est qu'au final, si tu compares, je fais 2 petits tweets sur le sujet, si tu compares la grille des salaires de l'OM et les temps de jeu cette saison, tu as toujours quelques exceptions, tu as des joueurs qui surperforment, qui sous-performent. C'est quand même assez fidèle à ce qu'on a fait là dans le vestiaire. C'est-à-dire que les mecs importants sont les mecs qui ont les gros salaires, mais sont aussi les mecs importants dans le vestiaire. Donc ça m'intéresse. Tu l'as regardé toi, Romain Oui, j'ai jeté un petit coup d'œil. Alors je ne l'ai pas en détail, mais j'ai vu que dans les premiers salaires, qui tournaient autour de 500 000 €, je crois, mensuels, tu avais Højbjerg, Greenwood, Rabiot... C'est ça. Greenwood, tu as 450, mais oui, c'est ça. Enfin, c'est ça, c'est le podium. À ce moment-là, c'est 50 000, on n'est pas à 50 000 €. Oui, totalement. Et effectivement, moi, je trouve que ça en dit long parce que pour nous qui sommes supporters de l'OM, on estime toujours que c'est le plus beau club et le meilleur club du monde. C'est la vision d'un supporter, mais on sait très bien qu'on ne peut pas construire une équipe qu'avec des supporters de l'OM, des joueurs supporters de l'OM. Donc il faut qu'il y ait une attractivité du club. Elle passe par l'image qu'on renvoie, elle passe par le stade, les supporters, mais elle passe aussi de façon très pragmatique par les salaires que tu proposes.
Et donc, ça permet de montrer que quand même l'OM est assez compétitif aujourd'hui, peut proposer des salaires qui sont quand même assez hauts. Alors, on compare peut-être pas encore avec la Première Ligue ou certains grands clubs, mais malgré tout, aujourd'hui, on est capable d'attirer des Højbjerg et des Rabiot, et c'est plutôt pas mal. Moi, ce que je trouve bien aussi sur cette grille de salaire-là, c'est que, on va dire, il y a quelques années, je regardais ce comparatif avec des autres clubs et je voyais, nous, on avait des joueurs de Ligue 1, comprendre qui ne jouent pas on ne pourrait pas mettre dans un autre championnat, dans une équipe Ligue des Champions, et je les voyais avec des salaires beaucoup plus importants que ce que je voyais que les mecs touchaient à Rennes, à Reims, dans plein d'autres clubs en fait. Et je me disais, mais nous, on était... Là, on a des mecs avec des salaires très très importants. Il n'y a pas d'autres clubs, évidemment, à part le Paris Saint-Germain, mais il n'y a pas d'autres clubs en France, à part Paris. Et Paris, ça concerne 15 joueurs de leur effectif, voire plus. Pas d'autres clubs qui donnent 500 000 euros à un Rabiot, pas de club qui donne 500 000 euros à un Højbjerg. Mais en même temps, je ne vois pas dans les autres clubs des Rabiot, des Højbjerg. C'est ça aussi. Alors on va pouvoir me dire, oui, il y a Zakaria à Monaco. Monaco ne paie pas d'impôts. Donc Monaco peut se permettre de donner... En fait, si Monaco, je grossis le trait, mais si Monaco donne 250 000 à Zakaria, dans le classement, il perd 100 places, mais à la fin, il y a le même argent dans sur sa fiche poche de paye, c'est pareil. Que pour Rabiot et pour Højbjerg. Donc là-dessus, voilà, il y a aussi une petite différence. Donc je trouve qu'on est assez équilibré là-dessus. Et il y a 2-3 autres conclusions sur cette grille de salaire, mais vous savez quoi ? Je vais vous les donner là pendant la petite coupure pub. Désolé pour ceux qui ne sont pas abonnés. Ouais, je disais donc sur cette grille un peu de salaire, moi ce que je vois aussi, ce qui m'intéresse, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais je vois Luis Enrique qui était au final, quand je regarde le temps de jeu, je ne vois pas Luis Enrique très haut dans notre hiérarchie, par contre je le vois très haut dans le temps de jeu. Je me dis son agent va forcément, et c'est logique vu la saison qu'il fait, il va avoir des négociations pour une prolongation de contrat. Je pense que c'est dans l'air du temps et ça a été annoncé. Même s'il a été prolongé récemment, mais là, il a un nouveau statut, Luis Enrique, c'est comme ça, c'est logique. Amin Harit, effectivement, et on va dire dans le viseur, on le savait, hein, Pablo Longoria nous avait parlé en décembre de minutage. Moi, ce que j'ai vu, c'est surtout un Valentin Rongier qui, au final, et c'est ce que j'expliquais dans le talk, ces chiffres-là me donnent raison. Je ne savais pas exactement combien gagne Valentin Rongier, mais j'en avais... Je n'ai pas en tête le chiffre. C'est 330. Okay. Là, l'estimation donnée par l'équipe. Tu as un joueur qui a signé à l'Olympique de Marseille avec un salaire de bon joueur de Ligue 1. Voilà. Plus, parce que là, c'était l'OM, c'était entre guillemets le dernier pas avant l'étranger. Donc, c'était un peu majoré. On rentre dans ce qu'on se disait. On l'a prolongé, donc on l'a augmenté. Moi, je trouve que Valentin Rongier, à ce salaire-là, c'est bien payé, parce que par exemple, tu pourrais trouver des Valentin Rongier dans d'autres clubs de Ligue 1 payés moins cher. Tu vois, si tu prends Benjamin André à Lille, il gagne bien moins, même si c'est le deuxième ou troisième salaire de l'effectif à Lille, il gagne moitié moins que Valentin Rongier. Donc, je trouve que Valentin Rongier, c'est bien payé. Là, il est fin de contrat 2026. Donc, si tu le reprolonges, tu vas le réaugmenter. Ceux qui disent « Ah, ben, il prolonge aux mêmes conditions ». Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Non. Ou alors, il va garder ce contrat-là jusqu'à la condition de joueur libre. Donc, ça ne se passera pas comme ça. Tout du moins pour cet été. Ou alors, on joue, entre guillemets, à la roulette russe, de garder Valentin Rongier fin de saison prochaine et de voir un peu si un club se positionne dessus ou pas. Risqué. Donc là, en fait, quand tu vois ça, tu te dis, et que tu vois que dans cette hiérarchie et dans son secteur de jeu, tu as donné un beau salaire à Benasser, tu as donné un beau salaire à Højbjerg au vu de leur potentiel, voilà. Tu te dis, à la vue de ça, oui, Valentin Rongier, il faut se résoudre à son départ. Écoute, moi, je suis un énorme fan de Valentin Rongier. Je trouve que ce garçon est assez incroyable. J'ai l'impression qu'il se met toujours au niveau. C'est-à-dire que tu l'enterres systématiquement, et puis il revient, tu lui mets des gens en concurrence, de la concurrence saine, et c'est très bien. Et tu as l'impression que, j'exagère un petit peu certainement, mais que qui que tu mettes en face de lui en concurrence, il va toujours arriver à se hisser au moins au même niveau. En plus de ça, un état d'esprit incroyable. Les gens qui le connaissent rapportent toujours que
C'est quelqu'un de très simple, qui pense avant tout à l'équipe. Donc moi, j'aimerais bien qu'il s'inscrive dans la durée. Je trouve que c'est un garçon qui est irréprochable. Il fait jamais d'histoire. Regarde quand Bennacer est arrivé, de façon un petit peu cavalière d'ailleurs, parce que tout de suite on l'a titularisé à la place de Valentin Rongier, alors qu'il aurait pu gagner sa place petit à petit, les mettre un petit peu plus en concurrence tous les deux avec Valentin Rongier qui était déjà titulaire, donc il n'y avait pas forcément de raison qu'il sorte de l'équipe parce qu'il délivrait ce qui était attendu de lui. Il dit jamais rien. Moi je trouve que c'est un garçon incroyable. Moi j'aimerais bien le voir rester. Ok, très bien. On en a fini de cette première partie. On va reprendre peut-être des questions sur le sujet dans la suite de l'émission. Tout de suite, on lance la partie décryptage.